Bonjour, bonsoir, ça dépendra de laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, des sorties du mois de janvier à venir qui me font de l'œil, voilà. Comme vous le savez, j'en avais pas fait pour décembre parce que j'avais repéré 5 livres dont 2 suites de séries et une auto-édition et un truc qui sortait qu'en e-book. Donc voilà, j'avais un petit peu sauté le truc, mais on revient en force aujourd'hui parce que j'ai quand même repéré une petite dizaine de livres. Donc tout ça me paraît prometteur, franchement, de ce que j'ai vu. Il y a pas mal, on nous promet pas mal d'aventures et tout, de péripéties. Donc parlons de tout ça ensemble. Évidemment, comme d'habitude, je ne parle que des sorties qui m'intéressent. Je sais qu'il y a des titres assez gros et qui ont l'air populaires en VO, qui sont traduits chez De Saxus, etc. Moi, les pitchs m'ont pas botté, donc j'en parle pas ici. Mais j'ai tout d'abord repéré When Devil Sings, donc Quand le diable chante, de Xancor. Donc c'est aux éditions Elegy, donc le label de chez Gallimard. Donc je pense qu'on va être sur du young adulte, mais peut-être un petit peu horrifique, un peu thriller. Je sais pas sur quel, au niveau de quelle dimension on se place entre le palier ado, fin d'adolescence et adulte. Voilà, donc je suis assez curieuse. Ici, on va rencontrer, non, il y a un jeune homme qui meurt et qui derrière lui laisse une giclée de sang, enfin des traces, une scène un peu dégueu dans un motel qui est tenu par une famille. Et en fait, visiblement, c'est pas un cas isolé, c'est quelque chose d'assez récurrent parce que tous les 13 ans, il y a une nuit des espèces d'insectes qui sortent du sol et qui vont un peu semer la mort. Enfin, il y a des morts mystérieuses qui sont rattachées à cet événement un peu bizarre. Donc bon, déjà l'ambiance est un peu, voilà, moi les insectes, s'ils me montent dessus, j'attends de voir, mais si c'est un peu creepy, ça me dérange pas, pour bien commencer l'année. Et donc on a je pense des ados qui vont s'allier pour essayer de retrouver le garçon mort, disparu, on sait pas trop. Et pour ça, ces jeunes vont pas hésiter à faire ressortir un peu des secrets, des élites locales, donc ça va peut-être mettre un peu la panade. Donc écoutez, j'attends de voir, voilà. Moi on me parle un peu du Stephen King horrifique et tout, c'est un peu comparé à ça. Vous allez voir que c'est pas la seule comparaison qu'on va voir dans cette vidéo, et il y en a une mazette. Voilà, petit teasing, mais en tout cas ici, voilà, je m'attends à du creepy, peut-être un peu du gore, du malaisant, du dérangeant, donc on verra si les promesses sont tenues. Ensuite, un tome 1 qui va sortir chez Calix, je vous le donne en mille. Encore une fois, il me semble qu'il n'y a que le relié, on n'a pas le droit à une version brochée. Donc c'est pas grave, il y a intérêt à ce que ce soit bon si on veut qu'on débourse notre argent. Behind the Crimson Curtain de E.B. Golden. Alors là je suis assez intriguée parce que dans le résumé on met en avant le thème du théâtre, voilà, une troupe de comédiens et tout, donc ça c'est le point qui m'a le plus intriguée parce que du coup d'après ce que je comprends du résumé, on a une double temporalité, on a le passé où on a Firine qui est un peu une arnaqueuse professionnelle qui apparemment a la capacité de changer de visage et tout, qui veut fuir la police du régime tyrannique dans lequel elle vit. Et donc voilà, sa vie c'est un petit peu la cavale, la fuite, etc. jusqu'à ce qu'elle tombe sur un jeune homme qui s'avère être un acteur et faire partie d'une troupe clandestine de théâtre. Donc voilà, c'est là que j'attends un peu ça. Et en parallèle, on a le présent où visiblement après plusieurs années, des rebelles ont réussi à renverser le gouvernement qui était en place auparavant. Et forcément ça amène d'autres soucis. Et donc là, on va retrouver Firine. Je pense, je ne sais pas combien de temps dure l'ellipse, mais là, Firine sera partagée voilà, entre plusieurs camps. Donc j'ai hâte de voir. J'espère vraiment que le théâtre sera un élément clé de ce livre et que ce premier tome ne sera pas trop complexe niveau world building. Ensuite, alors là, on part chez Brajlon avec un auteur qui est assez populaire dans le milieu, c'est Raymond Feist, avec le premier tome de La Guerre des Dragons. J'ai été intriguée, je vous avoue, parce que des dragons on en cherche et pas du Fourth Wing avec du cul toutes les 4 pages. J'aimerais trouver une fantaisie dragonesque, dragonique, avec vraiment du combat, des intrigues politiques et tout. Là pour le coup je voudrais un peu une high fantasy. On est sur une île et donc les gens vivent leur petite vie, il y a des magiciens, tout ça, et vont débarquer d'un autre monde. Ça c'est le premier détail qui m'a un peu fait tiquer mais qui me tente quand même. 3 visiteurs un peu étranges qui vont peut-être venir un peu semer la pagaille. Et parmi ces 3 visiteurs il y a Atu, je sais pas comment on le prononce, qui est lui aussi un magicien, le dernier de sa lignée, mais qui est censé être très puissant, mais il maîtrise pas tous ses pouvoirs, machin. Et il arrive là avec sa femme et un ami à eux qui n'a pas l'air d'être le bienvenu. Et on apprend que la planète d'Ovienne est ravagée et que c'est un peu la guerre là-bas. Donc je suis très curieuse. Écoutez, j'attends de voir où sont les dragons dans le bazar. J'attends de voir si on est sur quelque chose de très fantasy, ou le fait qu'il y ait une planète, un autre monde, on soit un peu sur de la science-fiction et fantasy science-fiction qui se rencontrent, je sais pas, ça peut être vite un micmac qui me déplaît.
mais un micmac qui me plaît aussi. Donc j'attends de voir. Ensuite, là c'est une sortie poche donc chez Totem, donc des éditions Game Master. C'est Famous de Blake Crouch. Donc Blake Crouch, c'est celui qui a fait la trilogie, je crois que c'est Wayward Pines. Je sais pas, je mettrai la couverture, mais qui a été un peu comparée à la série télé Twin Peaks et tout. Enfin, que j'avais bien aimé, que j'avais écouté, j'avais d'abord lu, après j'avais écouté en audio, c'était sympa. J'avais trouvé ça un peu prévisible, mais ça fonctionnait bien. J'avais passé quand même un bon moment, c'était un bon divertissement pour le côté science-fiction, un peu post-apo et tout, c'était cool. Et là, ça a l'air d'être dans un tout autre registre, donc je suis très curieuse parce que ici, on va rencontrer un homme qui a 38 ans, qui vit aux dépens de ses parents parce que pour lui, vivre chez ses parents, ça lui permet d'économiser son salaire parce que voilà, est-ce que c'est un gros radin ou quoi, j'en sais rien. Mais sa particularité, c'est qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau trait pour trait à un célèbre acteur. Et donc, il a ce truc de vraiment analyser tout ce qu'il fait, ses films, ses interviews et tout pour vraiment se rapprocher au plus de lui. Et en fait va venir un jour où notre personnage va perdre son travail et donc il va décider de devenir l'acteur auquel il ressemble. Donc voilà, d'aller toucher sa vie du bout des doigts. Donc il va se rendre à Los Angeles, voilà, dans le monde de paillettes. Mais on sait que les mondes un petit peu comme ça de célébrité, c'est pas toujours tout beau tout rose. Donc il va sans doute y arriver des trucs. Je suis très curieuse de voir l'exécution de cette idée, de voir comment notre personnage, est-ce que il va être imbu de lui-même, est-ce que ça va être un mec qui ne fait que se plaindre de son sort, qui va être là à dire je suis un minable et tout. Oui, vous avez l'air d'être un minable monsieur déjà dans le résumé. J'ai envie de détester le personnage, voilà, j'ai envie de pouvoir critiquer ce personnage. Donc ma foi, nous verrons, c'est un poche, ça ne m'engage pas beaucoup niveau finance. Donc nous verrons. Ensuite, autre livre assez particulier dans son résumé qui m'a... Déjà la couverture m'a attirée dans un premier temps quand je travaillais cette vidéo. Et ensuite le résumé m'a un petit peu laissé dubitative. Nous allons parler de Wellfall de Daniel Kraus, qui va sortir chez Rivage Noir. Rivage Noir, notre dernière expérience ensemble, notre dernier date ne s'est pas très bien passé parce que c'était le fameux baignade qui était une calamité littéraire. Si vous avez loupé cette critique génialissime de ma personne, je vous remettrai dans le bilan où j'en parle. Ici, alors... Vous allez voir que ça part dans tous les sens, il y a 10 lignes de résumé. On va rencontrer Jay qui n'a qu'une idée en tête, c'est de retrouver la dépouille de son père disparu en mer. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Visiblement dans le résumé, on comprend que Jay a une certaine culpabilité et que retrouver la dépouille de son père lui permettra de se libérer de ce poids sur ses épaules pour pouvoir recommencer à vivre sereinement, avoir des réponses à ses questions. Sauf que pendant sa plongée, voilà, pendant... La tentative, alors que c'est sa première, sa deuxième, sa 35e, je ne sais pas, mais pendant l'une des tentatives, monsieur va faire face à un calmar géant. Déjà, moi il m'en fallait pas plus, mais là je me dis attends, un calmar géant, mais la couverture du livre c'est un cachalot. Donc d'abord il y a le calmar géant, et paf vient se rajouter un cachalot qui va l'avaler. Et donc là Pinocchio est parmi nous, le type va être dans l'estomac du cachalot et il va par rapport à ces bouteilles d'oxygène avec lesquelles il plonge avoir à peine une heure et demie pour faire face à ces démons et réussir à sortir du cachalot. Je suis très curieuse, voilà, je ne peux pas vous dire plus, ça a l'air dérangé et décalé comme pas possible. Ça m'a beauté, donc en janvier nous irons. Faut savoir que moi les profondeurs c'est pas trop mon délire, hein. Pour moi on le sait pas mais il y a des mégalodons, mon copain trouve ça aberrant, moi je trouve ça totalement très crédible, voilà. Donc moi on me dit calmar géant, je suis à deux doigts d'imaginer le kraken, et l'autre il se fait avaler par le cachalot. Vraiment c'est Pinocchio comme je disais, ça peut être à la fois rocambolesque, hilarant, choquant, surprenant, fascinant, je ne sais pas, nous verrons. Ensuite, une grosse sortie parce qu'on en voit déjà pas mal passer sur les réseaux sur ce titre, c'est chez Sabran, c'est La guérisseuse de Florence de Anne Arrache. Dans le résumé, le titre et tout, ça m'a un peu fait penser à un livre que j'avais lu qui était L'Empoisonneuse de Palerme, qui reprenait voilà, ce truc un peu de... on avait une dame qui aidait voilà, à se débarrasser des maris pas très sympas en faisant des petites potions, des petits poisons et tout. Et là ça m'y a un peu fait penser parce qu'on rencontre Ginevra qui a un don qui, elle maîtrise l'alchimie, tout ça, les mélanges et tout. Et donc ça lui permet de guérir des cas de personnes malades, même les plus désespérées, sauf que ce talent, ce don va remonter aux oreilles de l'Inquisition.
et elle va être bannie de la ville de Florence, accusée de sorcellerie. Donc voilà, encore une fois, les femmes ont un talent, sont douées pour quelque chose. Non, non, c'est pas leur cerveau, c'est le mal. Et on va avoir visiblement une ellipse de temps parce qu'après une décennie, Ginevra va être rappelée dans sa ville natale. Donc elle va dire, bah, comme il y a la peste, il y a des maladies qui ravagent un peu tout ça, on va faire appel à mes talents, je vais enfin pouvoir montrer que je suis utile et pertinente. Sauf que non, les forces de l'ordre vont lui donner pour mission de démasquer le coupable d'une série de vols, de reliques sacrées et tout. Donc voilà, c'est vraiment cet aspect-là. Je pense que ça aurait été axé que sur le côté guérison, sorcellerie, exil, cavale, puis elle revient d'un, ça m'aurait pas tenté plus que ça. Mais alors le côté démasquer un mec qui vole des reliques sacrées, bon on m'a dit reliques sacrées, c'est bon, je suis là, ça fait un petit peu thriller historique, je suis très tentée. Ensuite, alors ce livre-là, Mazette, je me serais pas arrêtée dessus parce que la couverture est d'une facilité sans nom. Ça a l'air d'être un one-shot. Et on me compare ça dans le résumé, enfin sur les annonces que j'ai vues sur Amazon, Booknode, etc. On me dit que c'est un peu un Fast and Furious revisité. Après on me dit que c'est un croisement entre Fast and Furious et la Formule 1 ou la F1 à la sauce Fast and Furious. Ça n'a rien à voir. Vraiment, je vois pas comment on peut nous mélanger les deux, nous les comparer, nous les assembler comme un tout. Mais ici je vais vous parler de Flame and Fury de Michaela quelque chose, où là on est dans un monde où les courses de phénix sont légion. Alors pour moi un phénix c'est un oiseau sacré, c'est une figure, une créature importante, mais non là visiblement on les exploite un peu. Donc déjà ça me laisse un petit peu dubitatif. On va suivre Kel ou Kai, je ne sais plus, qui est une dresseuse de talent qui a 17 ans. Mais son écurie va perdre 2 membres, donc est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils partent de leur plein gré, est-ce qu'ils sont perdus, j'en sais rien. Mais elle va devoir se retrouver à faire alliance avec un pilote, un phénixtier, je ne sais pas, de l'équipe d'une écurie adverse qui est lui très imprévisible, très je pense un peu imbu de sa personne, un peu prétentieux. Et leur alliance va un petit peu attirer les yeux des grosses entreprises, dont une qui va leur proposer d'être leur sponsor à condition qu'ils gagnent à chaque fois qu'ils soient sur le podium, etc. Donc à partir de là, je pense qu'on va peut-être avoir des trucs un peu de tricherie, de complot, peut-être de paris truqués, je ne sais pas. Voilà, mais écoutez, je suis très curieuse. Je pense que ça va être, honnêtement, je vous le dis en toute transparence, je pense que ça va être du grand n'importe quoi. Je pense que les personnages, ils ont 17 ans, ils vont être détestables. Je pense que ce côté course de phénix va être ridicule. Mais je suis très curieuse parce que moi, vraiment, Fast and Furious, c'est ma religion. Vraiment, je mange, je bois, je dors Fast and Furious. Vraiment, voilà. Donc, écoutez, autant vous dire que là, mes espoirs ne sont pas très hauts. Mais j'attends de rire. Voilà. Ensuite, pareil, pas de grands espoirs sur ce bouquin parce que je vais faire une hypothèse en direct avec vous afin de voir où ça va nous mener par la suite, si je pourrais avérer mes propos ou non. J'ai retenu un thriller aux éditions Fleuve Noir, Love Mom de Ilana quelque chose, où là on va rencontrer une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a un peu toujours grandi dans l'ombre de sa mère, qui est une célèbre autrice de thriller, sauf que malheureusement sa mère va décéder dans un accident et le jour des obsèques, notre personnage féminine pense qu'elle ne peut pas être plus dans le mal que ça, mais elle va recevoir une mystérieuse lettre visiblement de sa mère qui lui dit tu veux connaître un secret, et joint à cette lettre il va y avoir un extrait du journal intime de sa mère qui va lui révéler un truc un peu choc-barisant, et suite à ça elle va recevoir une deuxième, une troisième lettre, ça va s'enchaîner tout et elle va découvrir que sa mère n'était peut-être pas ce qu'elle croyait, il y a du mensonge et tout. Honnêtement je vous dis, pour moi je pense que la mère qui est décrite comme auteure à succès de thriller n'y est pas pour rien dans ses histoires. Je pense que soit elle raconte ses propres histoires, soit elle raconte des histoires d'autres personnes mais qui s'avèrent vraies, voilà, et elle les romantise. Je pense que si c'est ça, bah voilà, merci mon cerveau encore une fois. Honnêtement pour moi j'ai peur que le résumé en dise beaucoup et que bah du coup on comprenne ce plot. Après on n'est pas à l'abri de très bonnes surprises, hein, c'est ce que j'espère. J'espère complètement me planter et vous dire dans la vidéo où je parlerai de ce livre, et bah écoutez mes amis, mon hypothèse était fausse. Malheureusement j'ai déjà vu un scénario comme ça et bah, le plot c'était ça, donc écoutez, on verra, on espère encore, on est toujours en quête de ce thriller qui nous mettra sur les fesses. Et pareil, un petit peu dans ce côté un petit peu peut-être policier, parce que d'après ce que je lis, voilà ce que je vais vous dire, j'ai envie de dire La correspondante de Virginia Evans aux éditions de la Table Ronde, où là on va rencontrer une personnage qui est visiblement retraitée
d'une carrière juridique. Et suite à ça, elle a ce truc, elle est un peu aigrie, elle a ce truc d'écrire des lettres assez tranchantes, assez piquantes, assez percutantes pour les envoyer à des gens pour un peu les casser. Vous voyez, un peu en mode je te fais des critiques mais avec une belle plume. Sauf que notre personnage perd peu à peu la vue et en parallèle de ça, elle reçoit des lettres menaçantes. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui veut se venger? Est-ce que quelqu'un connaît des choses sur elle et va un peu la faire tourner en bourrique? Est-ce qu'elle a un passé sombre? On sait pas trop. Je suis curieuse. Là, on me parle de lettres, d'un côté épistolaire, donc j'espère qu'on aura pas mal de lettres et que vraiment la plume de notre personnage sera tranchante. Mais voilà, j'attends pareil là, pourquoi pas une personnage un peu détestable, mais pourquoi pas quand même l'apprécier malgré tout, parce qu'elle peut avoir une personnalité assez décapante. Donc écoutez, nous verrons, mais la couverture est très jolie. Ensuite, nous passons à la deuxième semaine de janvier avec le premier tome du Sang et la mer de Adrien Thomas aux éditions Rajo, label New Adult. Alors, on me dit New Adult, je vous avoue, je pense qu'à de la romance, donc là, ça n'a pas l'air de le résumer. Donc j'attends de voir, j'attends du coup un récit assez mature. Adrien Thomas, je sais qu'il a fait plein de choses, je n'ai rien lu de lui parce que ça ne m'attirait pas. Mais ici, le pitch me bottait très bien, j'ai envie de tenter l'aventure parce que on va rencontrer 4 mercenaires qui vont embarquer sur un bateau qui possède une technologie un peu particulière, un peu incroyable. Et ils ont pour mission de ramener la toison d'or d'une espèce de citadelle inviolable, enfin voilà. Ça m'a l'air assez prometteur dans l'aventure que ça sous-entend. Donc je veux pas trop en savoir, je trouve que le résumé est court mais il suffit à susciter mon intérêt. Donc écoutez, j'ai toujours vu des bons retours même sans les avoir lus sur les livres d'Adrien Thomas. Donc là je suis curieuse de moi me faire ma propre idée avec peut-être une réécriture mythologique ou quoi, ou c'est revu à sa sauce, j'en sais rien, mais ça m'intrigue. Ensuite, alors là on est chez Casterman. Casterman qui a pour habitude de commencer des traductions de séries et de ne pas les finir alors qu'il reste un tome généralement. Voilà, la petite pique est gratuite mais elle est justifiée. Et là en plus en bonus c'est qu'ils nous font une Calix parce qu'ils nous font une couverture pour la VF qui est bien moins belle et bien moins percutante que la VO que je vous afficherai dans un coin de la vidéo pour que vous soyez de mon côté car j'ai raison. Voilà, c'est jusqu'à leur dernier souffle de Erin Craig. Donc Erin Craig, celle qui a fait La Malédiction de Highmore. Enfin c'est une série, il y a des tomes compagnons ou un truc comme ça. Enfin j'ai pas lu le deuxième. Voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête. Je suis pas très... En fait au début j'étais pas bottée par le pitch. Parce que je l'étais déjà pas par la couverture. Le début du pitch ne me disait rien du tout. Et la fin par contre a relevé un petit peu le niveau. Je vous avoue parce que là on va rencontrer Hazel qui avant même sa naissance est promise au dieu de la mort. Et en fait il va être son parrain et il va lui donner le don d'être l'une des meilleures guérisseuses de tout temps confondu. Du coup, ça veut dire que si elle touche quelqu'un qui a un mal, elle peut retirer ce mal de lui, sauf qu'il y a une condition. Si un crâne apparaît sur la victime, elle doit lui abréger ses souffrances, donc le tuer. Donc je pense que c'est quand même un poids, une responsabilité à porter sur ses épaules. Et à 18 ans, forcément, ça laisse des séquelles, donc elle voudrait fuir ses responsabilités. Sauf qu'elle va être appelée à la cour, et c'est à partir de ce moment-là du résumé que je suis intéressée. Elle va t'appeler à la cour où elle va faire face à un nouveau dilemme qui est soit de condamner un roi qui est marqué par ce fameux sceau de la mort, ce fameux crâne, et donc forcément le royaume serait en péril, soit trouver un remède par tous les moyens, et notamment l'un des moyens, pourquoi pas, défier la mort elle-même. Donc écoutez, sachant qu'elle est promise au dieu de la mort, est-ce qu'il y a un rapport et tout, je suis assez intriguée par cette fin de résumé. Je vous avoue, le début, l'histoire de guérisseuse, tout me dit rien qui vaille. Mais je trouve que Erin Craig dans La Malédiction de Highmore a su vraiment me surprendre et avait une plume assez intéressante. Donc ma foi, je vais tenter l'expérience. Si c'est un one shot en plus, c'est très sympa. On ne sera pas abandonné par Casterman. Voilà, donc c'est parti, c'est sur la wishlist. Ensuite, aux éditions Gaïa, j'ai mis le nouveau livre de Charlotte McGonaghy, je crois McConaughey, je ne sais plus, qui est Les fantômes de Shearwater. Donc c'est l'auteur de celle qui a fait Je pleure encore toute la beauté du monde, qui est un livre incroyable pour lequel j'ai eu un coup de cœur, que je vous recommande fortement. Une plume sensationnelle, vraiment toutes les émotions qui passent, des sujets durs et tout. Et là on a l'air d'être dans un autre registre mais qui m'intrigue tout autant parce qu'on va rencontrer Dominique qui vit avec ses 3 enfants sur une île et qui est un peu perdu au milieu de nulle part et qui a pour particularité d'être une île qui retient
toutes un peu les graines du monde, qui est un peu la sauvegarde de ces choses-là. Et donc maintenant il y avait des chercheurs qui venaient, qui allaient, etc. jusqu'à la montée des eaux. Voilà, ils étaient contraints de ne plus pouvoir venir, et donc c'était à la famille maintenant de décider, de sélectionner les espèces qui doivent survivre ou non par rapport aux futurs besoins de l'humanité. Donc on est sur quelque chose de peut-être un petit peu pré-apocalyptique, je ne sais pas, mais il s'avère qu'à un moment, un soir de tempête, une jeune femme va s'échouer sur le rivage, et à partir de là, voilà, il va y avoir peut-être des secrets qui remontent, des mystères autour d'elle, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle veut, comment elle est arrivée là, enfin voilà. Je suis très curieuse de voir l'auteur dans ce genre, peut-être un peu totalement différent de Je pleure encore toute la beauté du monde, qui était plutôt axé sur des thématiques sociales avec les violences conjugales, etc. Là voilà, je trouve qu'on a quand même encore un rapport à la nature, à l'écologie qu'on avait déjà dans l'autre livre, donc je suis très ouverte, pourquoi pas, à encore avoir un coup de cœur. Ensuite on revient un petit peu sur le même, je sais pas, il doit y avoir un truc en janvier, une petite vibe un peu corbeau, parce que comme pour les deux autres un peu thrillers dont je vous ai parlé, j'ai mis La voisine sans histoire de Lise Nunjean aux éditions Michel Lafon. On a rencontré Sally, qui est une personne qui déteste les surprises, les questions, enfin voilà, il faut que ce soit assez rationnel, cartésienne et tout, et un jour elle va être un peu prise au dépourvu parce que son père a une dernière volonté qui risque de voir l'attention se porter sur elle, notamment de la police, des médias, etc. Donc elle n'est pas très sereine, surtout qu'en plus vient s'ajouter à tout ça des lettres qui apparaissent mystérieusement qui sont signées d'un S. Voilà, on n'en sait pas plus, mais moi j'ai envie d'en savoir plus, de voir ce qu'il en est de la dernière volonté du père, qu'est-ce qui pourrait susciter un intérêt des médias et de la police, est-ce qu'il a fait quelque chose de mal et tout, on ne sait pas. Donc écoutez, ça... j'attends de voir. Et ensuite sur la deuxième semaine, la dernière sortie c'est un tome 5, c'est la suite de Tome Dimity. Je le mets là, je vous en parle pas parce que voilà, mais comme je suis en train de lire le tome 4, je vous ai dit que je parlais des suites de série quand j'étais à jour dans la série, donc alors vous voyez cette vidéo, j'aurai terminé le tome 4, donc je suis à jour, donc je me permets de mettre le tome 5. Et pour la troisième semaine, on a 4 livres, donc le premier, il y en a un, c'est une suite de série, c'est le deuxième tome de What the River Knows de Isabelle Ibanez, voilà. J'avais hâte, voilà, parce que la fin du 1, j'avais beaucoup aimé, même si je l'avais trouvé un peu long et tout, enfin la romance m'intriguait de fou, j'avais hâte de retrouver les personnages, sauf que j'ai vu le vlog de Estelle, de la chaîne About Estelle, qui l'a lu et qui a dit qu'il était catastrophique, qu'il partait dans une direction totalement rocambolesque et décevante à ses yeux, et les points qu'elle a mentionnés me font très peur parce que c'est ceux sur lesquels j'en attendais le plus. Donc écoutez, je verrai, mais j'ai peur d'avoir affaire à un livre qui ne répond pas du tout à mes attentes malheureusement. Ensuite, celui-là je l'ai mis, il m'intéresse pas, mais le pitch est tellement similaire à un livre que j'ai lu là le mois dernier que je ne peux pas ne pas le lire parce que je suis très curieuse de pouvoir critiquer. Voilà, c'est chez Bayer, c'est The Immortal Games de Annalise Elliard ou un truc comme ça. Je vous dis le résumé, ça va vous faire tiquer, on en reparle. On va rencontrer une jeune femme de 16 ans qui veut à tout prix venger la mort de sa soeur qui a été tuée par Zeus. Et elle va obtenir une seconde chance inespérée parce que des jeux immortels, les dieux de l'Olympe envoient des humains s'affronter dans des épreuves magiques. Et grâce à Hadès, elle va avoir cette fameuse chance de se venger. Bien sûr, voilà, il va y avoir de la survie, de la vengeance, des sentiments qui naissent, c'est fou. On nous dit que la personnage va devoir affronter bien plus que des épreuves, mais aussi son cœur parce que voilà, elle va peut-être être séduite et tout. PTDR. PTDR, si c'est pas le même résumé en young adulte que le Abigail Owens The Game God's Play là, je sais pas. Je sais pas. Là pour moi, je suis désolée, une jeune femme dans le monde des humains, des jeux organisés par les dieux, Hadès. Qui va offrir une chance à la nana. Une histoire de cœur. Alors on ne dit pas clairement si c'est entre les deux, mais bon, je pense qu'il faut peut-être pas être sorti de Saint-Cyr, je sais pas. J'attends de voir. Mais voilà, on nous dit une romantique young adulte. Pour moi, c'est la même chose que l'autre. Et alors l'autre, il était pas fameux niveau romance. Mais alors là, je pense que ça peut juste être matière à critiquer et que ça peut juste être moins bien. Voilà, après je demande qu'à ce que ce soit mieux et que ce soit un très bon young adulte qui soit bien plus sympa. Voilà, on a les jeux des immortels et tout machin, j'attends de voir. Mais pour moi, on me met ces deux résumés là sous le nez, je me dis, il y en a un des deux qui a copié sur le voisin, je ne sais pas. Ensuite, bien sûr, on termine avec deux futures sorties romances. Voilà, il y en a une donc chez EH qui en ce moment me comble un petit peu de bonheur parce que j'ai des bonnes découvertes chez eux. C'est The Spells Love de Kate Robb où là, on est un petit peu sur une comédie magique, je pense, peut-être une romantasy parce qu'on a des pouvoirs. Et en fait, ça me rappelle un petit peu dans le pitch The XX.
c'est pas ça, si je crois que c'est ça, de Erin Sterling que j'ai beaucoup aimé. Là on va rencontrer une jeune femme qui en soir de déprime, elle va organiser une soirée improvisée margarita avec sa soeur, sa tante et son meilleur ami. Et quelle meilleure idée que de faire un sort qui va lui permettre d'oublier son ex, parce que voilà, elle veut pouvoir avancer, elle veut que ça sorte de sa tête, elle veut repartir de zéro, donc on y va. Sauf que le lendemain quand elle se réveille, elle se dit ok, je ne pense plus à mon ex, tout va bien, mais son meilleur ami n'a plus l'air de la reconnaître non plus. Et voilà, il n'y a plus leur complicité ni rien, donc elle va se dire bon, il faut que je trouve une solution, et la solution serait visiblement que ce jeune homme l'embrasse. Donc écoutez, je suis curieuse, je pense que ça va être un bon moment, ça va être léger, cosy, tout mignon, un peu cliché, donc ça va me plaire, voilà. Et ensuite c'est une sortie de chez Saxus Romance, donc vous l'avez peut-être vu dans mon update lecture de Noël, le titre qui a un peu fait parler pour leur première sortie, l'étrange Noël de Monsieur Claus, n'a pas fonctionné sur moi malheureusement, mais avec Nora sort du cadre, j'en attends beaucoup plus, parce que déjà on a affaire à une jeune femme qui est scénariste, voilà, qui écrit des scénarios de téléfilms romantiques, sauf qu'elle va se retrouver seule avec ses enfants parce que son mari va partir, donc déjà on a affaire à une adulte avec une vie de famille, avec des problématiques concrètes auxquelles on peut s'identifier. Et elle va décider d'utiliser son divorce un peu comme thème, base pour un éventuel scénario, sauf que son agente va vendre ce scénario à un gros groupe de cinéma, et ils vont acheter les droits. Et cerise sur le gâteau, c'est que c'est sa maison qui va être choisie comme lieu de tournage, donc ce qui veut dire des acteurs, des maquilleuses, tout ça, et notamment le célèbre acteur en vogue à Hollywood en ce moment qui va mettre sa petite caravane dans son jardin. Peut-être ils vont matcher, on sait pas, mais écoutez, ça promet. Ça encore, il y a potentiel coup de cœur. Alors j'avais peut-être dit ça avec l'autre titre du label, mais je m'avance quand même. Voilà, c'est Noël, on a le droit de rêver. Mais écoutez, voilà pour ces livres qui m'intéressent, qui m'intriguent pour le mois de janvier. Je suis contente parce que il y a beaucoup de sorties, mais il n'y en a pas non plus à foison, et je suis pas débordée par ceux qui me tentent. Donc je devrais réussir à pouvoir en découvrir quand même pas mal. J'aimerais qu'en 2026, je puisse lire et me procurer que des lectures du mois en cours, et que je puisse en parler, et pas que des vieilles reliques qui me tentent. Alors faut que j'équilibre avec les suites de séries et tout, mais voilà, j'aimerais qu'en 2026 je puisse vraiment axer les mois de lecture en fonction des sorties qui viennent, peut-être aller chaque fin de semaine chercher le titre qui m'intéresse de la semaine en cours, enfin voilà, à voir. Les finances aussi, il faudra voir, parce que bon, n'hésitez pas à vous à me dire dans les commentaires s'il y a certaines sorties qui vous tentent, si vous en avez repéré d'autres dont je n'ai pas parlé, parce que ça se trouve je les ai vues passer mais je les ai pas retenues, donc je serais curieuse de savoir pourquoi elles vous intéressent. En attendant, je vous souhaite de belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine pour une sacrée longue vidéo, mais je pense qu'il y a moyen qu'on rigole, enfin que vous rigoliez, que vous passiez un bon moment. Donc voilà, salut!